Salut, c'est Cosmic Vratch. Aujourd'hui, comme promis, on parle du Mora Garberg. Donc le Mora Garberg, c'est la grande nouveauté de Mora pour 2016. Donc ça y est, on est déjà un petit peu en retard. Alors c'est un couteau qui a beaucoup fait parler de lui parce que c'est le premier couteau Mora qui est full tang, qui est soit intégral. On voit que la lame va jusqu'au bout du manche. Ceci dit, le manche enrobe toujours la lame, ce qui est particulièrement adapté au climat nordique, au climat froid, parce que si la lame dépasse sur les côtés et qu'il fait des températures très en dessous de zéro, ça peut coller la peau, ça peut occasionner des blessures. Donc c'est un couteau qui reste très adapté à l'usage scandinave, en sachant que les Scandinaves traditionnellement n'utilisent pas des couteaux full tang. C'est un couteau avec une lame de 11 cm, ou un petit peu moins de 11, 108 mm si on veut être très précis. Ce qui le rend un petit peu plus grand en lame que le plus connu des Mora, le Mora Companion, que je mets ici pour comparaison. Comme vous voyez, la différence est assez minime en termes de longueur. Par contre, la hauteur de lame est un petit peu plus grande, ce qui en théorie le rendra un petit peu plus polyvalent. L'épaisseur de la lame est à 3,2 mm, ce qui est nettement plus important que le Mora Companion, qui se rapproche plus, ou qui est plutôt identique même, à l'épaisseur du Mora Robuste, 3,2 mm, qui est pour moi son challenger le plus sérieux, en tout cas des couteaux Mora que j'ai pu essayer avoir en main. C'est très intéressant de comparer ces deux couteaux parce que le Mora Garberg va être nettement plus cher, on va le voir, que le Mora Robuste. On peut se demander si c'est pertinent d'investir 6 ou 7 fois plus d'argent pour avoir celui-là par rapport à celui-là. Alors on retrouve aussi une épaisseur de manche qui est relativement proche. Par contre, comme vous le voyez, le dessin du manche, surtout au niveau du profil, n'est pas du tout le même. Celui-là est beaucoup plus travaillé, incurvé. Pour être honnête, le Mora Robuste, c'est le couteau le plus ergonomique que j'ai jamais eu en main. Alors, il a un design, il a un look assez discutable, on va dire, mais il est d'un confort en main qui est absolument extraordinaire. Le manche du Mora va être un petit peu plus arrondi, ce qui le rend un peu plus polyvalent peut-être pour les différentes positions. Il est tout à fait confortable. Il est dans une matière qui est un polymère, qu'on appelle le Delrin ou le Delrin. Je ne sais pas, j'ai pas fait beaucoup de recherches sur ce sujet-là. C'est un plastique assez dur. Par contre, qui a un grip quand même. Alors je pense que c'est la texture, mais même il n'a pas un aspect très dur au toucher. Donc il n'est pas trop agressif pour les doigts. Et même ces motifs qu'on voit ici ne sont pas agressifs, ils aident à l'adhérence de la main. C'est un très grand manche qui fait 12 cm. Comme vous voyez, moi j'ai des mains de taille moyenne, ça dépasse pas mal. Donc pour les gens qui ont des énormes paluches, c'est un couteau qui peut le faire. Alors parlons un petit peu de l'acier de la lame, parce que l'acier de la lame, c'est un choix qui en a surpris certains, qui est un acier inox, fabriqué par Sandvik en Suède, qui est le 14C28N. Alors l'acier Sandvik, il est utilisé pour la plupart des couteaux inox en France avec le 12C27. C'est des couteaux qui n'ont pas la même composition, c'est pas le même type d'inox. Il a nettement plus de chrome, il a 14% de chrome, donc ça en fait un couteau très résistant à la corrosion a priori.
Et surtout, il y a un petit peu d'azote, il y a 0,11% d'azote, ce qui apparemment polymérise avec les molécules de fer un peu de la même manière que les atomes de carbone, sans être oxydable, et permet de faire un grain agressif et très fin. C'est un acier qui a très bonne réputation parmi les couteliers, même si c'est pas un acier très cool, très à la mode. Mais apparemment il a beaucoup de qualité. Alors comme la lame passe dans tout l'intérieur du manche, qu'elle est de 3,2 mm d'épaisseur, ben, c'est forcément un couteau qui va être nettement plus lourd. Il pèse près de 170 grammes. C'est quand même pas rien pour un couteau. Ça veut dire qu'on a vraiment un bon morceau en main. C'est pas non plus un poids complètement pornographique comme d'autres couteaux qui peuvent exister sur le marché. Quand on le met à la ceinture, on arrive quand même à l'oublier, hein. Et à la main, il est assez agréable à tenir en main. On n'a pas l'impression d'avoir un âne mort dans la main. Ça va peut-être quand même un petit peu l'handicaper pour les toutes petites taches fines et pour l'utilisation très prolongée, parce que, en particulier en sculpture, parce que clairement c'est un couteau qui est très loin du poids du Mora que j'ai plus en tête à ce moment, mais que je vous marquerai sur l'écran. Mais en tout cas, il est plusieurs fois plus lourd que le Mora Companion. Je trouvais ça intéressant aussi de vous le comparer avec un couteau que je suis en train de tester intensivement en ce moment, qui est le couteau Bushcraft 2 de chez Real Steel. Parce que même si ils se ressemblent pas du tout à première vue, en fait les lames sont extrêmement proches, que ça soit en termes de hauteur de lame, en termes d'épaisseur. Le Real Steel est un petit poil plus épais, il fait 3,5 mm contre 3,2. Comme vous voyez, même la pointe, les pointes sont très similaires. Vu du dessus, par contre vu de profil, effectivement, le Mora va être franchement plus pointu que le Real Steel. C'est des couteaux qui font aussi le même poids, donc ça fait aussi sens de les mettre ensemble sur la table. Alors, la grosse différence sera au niveau du manche, hein, comme vous voyez, le manche du Mora est nettement plus épais. Celui du Real Steel est un petit peu plus fin et un petit peu plus contouré. Et alors, en particulier ici, il y a vraiment un retour qui fait un petit peu garde, qui lui donne un côté un petit peu tactique ou je sais pas quoi, pour poignarder ou je ne sais quoi, sans que les mains glissent sur la lame, alors que le Real Steel est beaucoup plus typé bushcraft. Hein, donc c'est un des détails qui me font dire, hein, la forme de lame qui n'est pas très drop point comme sur le Real Steel, cette forme de garde qu'il y a au niveau du manche. C'est des choses qui me font dire que ce Mora Garberg n'a pas forcément été conçu pour le bushcraft pur. C'est aussi un couteau qui lorgne du côté des militaires, des forces spéciales, des forces de l'ordre, etc. C'est assez flagrant aussi au niveau de l'étui, on va le voir. Alors à noter que les angles supérieurs de la lame ont été soigneusement mis à 90 degrés, ils sont très abrasifs. Ça peut être utile pour écorcer, pour faire de l'amadou à partir d'une écorce sèche, une écorce de bouleau, etc. Donc comme vous voyez, ça gratte très bien. Ça peut aussi servir pour faire des étincelles de fire steel. Comme vous voyez, c'est très efficace. Là on est en plein soleil. Et c'est encore flagrant que ça marche bien. Voilà, la lame, bien sûr, se nettoie facilement une fois ça fait. Une autre chose dont je voulais parler au niveau de la lame, donc ça ressemble à l'émouture scandinave classique des couteaux Mora. Par contre, ils nous ont mis dessus une espèce de micro biseau secondaire, de micro secondary bevel. Alors je ne sais pas si on va arriver à le voir, je vais essayer de le faire briller. Ouais, j'ai l'impression que ça brille là. Et ce micro biseau du coup vient faire perdre à l'émouture tous les avantages d'une émouture scandinave, c'est-à-dire qu'au niveau de la pénétration, il va mordre beaucoup moins bien dans le bois puisqu'on va avoir initialement un angle un peu plus obtus.
Alors j'ai entendu dire que ce micro-biseau a été mis un peu au dernier moment pour éviter que les gens qui s'excitent sur les couteaux ne fassent des dents sur le fil trop facilement. C'est évident qu'une émouture scandinave parfaite va avoir un angle très très aigu au niveau de l'attaque, et que si on fait des mouvements de torsion dans la matière qu'on coupe, on risque de faire des micro-dents. Donc en fait, ce micro-biseau, il prend cette fonction de solidifier la lame, de la rendre moins susceptible de faire des dents, et ça se fait au prix de la pénétration, en particulier dans le bois, quand on coupe. Donc ce qui est vraiment dommage, c'est que ce micro-biseau secondaire, comme vous voyez, c'est une toute petite partie de métal qui a été enlevée. Donc en fait, ça pourrait être fait soi-même très facilement, tout simplement, une fois qu'on a l'angle sur la pierre, de reprendre un angle un tout petit peu plus élevé et de faire quelques allers-retours. Par contre, pour retrouver une émouture scandinave, il va falloir user toute cette partie de lame jusqu'à ce qu'on arrive à avoir les deux berges de la lame qui se touchent, qui arrivent à faire l'angle aigu. Et donc du coup, quitte à laisser le choix au consommateur, ça serait plus intéressant de partir d'une émouture scandinave et de laisser aux gens l'opportunité de faire ce biseau secondaire, ou de convexifier le fil scandinave, ce qui se fait naturellement quand on passe régulièrement une émouture scandinave sur un cuir. Alors du coup, au niveau pénétration dans le bois, par rapport à une émouture scandinave authentique, et ben, il va pénétrer quand même un petit peu moins bien. Tout est relatif, hein, c'est quand même un couteau qui est très fonctionnel pour faire de la sculpture sur bois. On arrive à lever des copeaux quand même sans trop de difficulté, hein. Alors j'arrive pas à faire des longs copeaux parce qu'il y a des nœuds sur ma cuillère, je suis désolé. Et il faut s'habituer quand même à l'angle, parce que du coup c'est pas un angle classique de scandinave, et du coup c'est un petit peu perturbant. Alors ça se verra pas forcément à l'image, mais en termes de pénétration, avoir une véritable émouture scandinave, c'est beaucoup plus facile, hein. La pénétration se fait comme dans du beurre, et on contrôle un peu mieux le geste. Pourquoi je m'appesantis sur la comparaison avec le Real-Steel, c'est que le Real-Steel coûte 20 € de moins que le Mora, avec un acier D2, donc qui n'est pas à proprement parler inox, mais qui contient pas mal de chrome aussi, donc qui est quand même un peu résistant à la corrosion. Qu'au niveau de l'étui, on a un étui en Kydex qui a une bonne rétention, une franchement bonne rétention, contrairement à celui du Mora, et que du coup le Real-Steel est franchement une alternative valable, avec la limite, comme je disais, que pour les climats très froids, ici on a le métal qui est exposé, et que du coup on peut avoir les mains et les doigts qui collent si on est sur des températures très très extrêmes, ce qui n'est pas le cas de la majorité d'entre vous, hein, j'imagine. Et puis au fait que le manche est un petit peu moins joufflu, et que du coup sur des périodes d'utilisation prolongées, a priori le Mora Garberg sera plus confortable et fera peut-être moins d'ampoules et sera moins fatigant pour la main. Par contre, au niveau de la garde, cette garde qui remonte là est un petit peu handicapante au niveau du Garberg, en particulier quand on fait les positions inversées, quand on fait des positions alternatives. Alors au niveau de l'étui, justement, le couteau arrive avec un étui en plastique très standard, très très similaire aux autres couteaux de la gamme Mora. Par contre, il y a une série d'accessoires. Donc, on va d'abord regarder l'étui plastique lui-même. Donc il est tout à fait standard. Il a une rétention que je qualifierais de passable, hein, il suffit de secouer un peu le couteau pour qu'il tombe, mais c'est vrai que si on l'a à la ceinture et que le couteau se retourne et qu'il n'y a pas spécifiquement de choc, c'est suffisant. Mais ce qui est là où il y a plus d'innovation, c'est au niveau des accessoires qui viennent avec ce couteau. Alors, en fait, il y a deux petites bagues plastiques différentes qu'on peut adapter à l'étui, qui permettent des types de ports différents. Donc ça, c'est le port le plus classique, avec une bague qu'on clipse. Donc là, pour le coup, c'est un vrai clip, c'est pas comme quand le couteau rentre dans l'étui, hein. Et donc là, on a une boucle de ceinture tout à fait standard, tout à fait similaire à celle qu'il y a sur certaines gammes de Mora. C'est du cuir un peu souple. Bon, a priori, ça devrait être assez durable. Ça permet que le couteau se promène à la ceinture. Ça permet aussi, quand on regarde la profondeur de port et le type de port,
quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui est qu'on peut porter le couteau en même temps qu'on porte une ceinture de sac à dos. Donc ça veut dire qu'on met le couteau à la ceinture en sachant qu'il n'y a pas de clip, donc il faut enlever la ceinture, faut la défaire. Et donc pour le mettre, donc c'est quand même, ça prend quand même 1 minute et pas 3 secondes, on va dire. Donc ça permet de mettre le couteau à la ceinture. Et puis de plus avoir à s'en soucier jusqu'à ce qu'on retourne à la civilisation, qu'on mette un sac à dos, qu'on l'enlève, etc. Et donc ça c'est un type de port que je trouve assez sympa. Alors l'alternative, elle est celle dont je vous parlais comme de quelque chose d'assez tactique. Donc on peut désadapter, hop, cette boucle là. Voici l'autre boucle. Alors celle-ci, elle a juste pour but justement d'améliorer la rétention du couteau avec un clip qui passe comme ça par-dessus le manche. Donc là c'est sûr que ça risque pas de bouger quoi qu'on fasse. Mais surtout, ça s'adapte avec un support en plastique qui est compatible Moly. Donc les brelages militaires sur les sacs. Je vais vous montrer comment ça se met. Alors c'est un petit peu un casse-tête, mais bon, si c'est ce genre de port qu'on a choisi, il faut se casser la tête une fois, et puis une fois qu'il est adapté, c'est plus très compliqué. Donc voilà, on passe ça là-dessous. Hop. Ici on a un scratch justement pour sécuriser complètement l'étui, pour solidariser complètement l'étui avec le support en plastique qui est relativement léger, hein, même s'il a l'air costaud. Donc là, on peut refermer, hop, pour avoir la rétention parfaite. Et ici, on a des scratchs, donc je vous en ai passé un. Il y a l'autre scratch. On peut les mettre un peu dans le sens qu'on veut. Donc si on veut adapter ce couteau, par exemple à un bâton de marche, par exemple sur n'importe quel montant d'un véhicule, etc., on peut utiliser ces scratchs dans ce sens-là. Mais on peut aussi utiliser les scratchs dans l'autre sens et pour le fixer sur une attache Moly. Voilà, je ne suis pas du tout un spécialiste, donc je m'arrête là sur ce type de port. Ça m'a l'air tout à fait fonctionnel. Ça peut le solidariser avec un sac de manière fixe, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir quelque chose qui brinque-balle sur le côté du sac quand c'est mal fixé. Donc de ce côté-là, ça me paraît performant. Après, c'est pas du tout ma formule, donc je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Il est à noter aussi que le Mora Garberg est disponible avec un étui en cuir noir, avec une rétention par bouton pression sur le dessus. C'est un type d'étui que je trouve assez laid, et c'est pour ça que j'ai pas opté pour cette option. Peut-être qu'il est très bien, hein, j'en sais rien. Alors au niveau utilisation, j'ai passé à peu près 3 jours avec dans les bois, dans la montagne. Ça tombait bien, il y avait plein de neige fraîche. Bon, il ne faisait pas les températures extrêmes qu'on peut retrouver dans les pays nordiques, et en particulier en Suède. Mais bon, je trouvais que c'était sympa de pouvoir tester le couteau dans une ambiance un peu neigeuse, un peu hivernale. J'ai essayé de lui faire un peu un ensemble de tâches qu'on peut faire quand on utilise un couteau comme ça dans les bois en mode un peu bushcraft. Donc j'ai fendu quelques bûches. Au niveau de la fente des bûches, évidemment l'épaisseur de lame de 3,2 mm est pas ultime, donc on a parfois un petit peu de mal pour fendre quand c'est du bois très sec ou avec beaucoup de nœuds, du bois très dur ou avec beaucoup de nœuds, mais de manière générale il s'en sort plutôt bien, et vu la longueur de lame, on ne va pas fendre des bûches de diamètre complètement fou, même s'il y a des techniques même s'il y a des techniques pour fendre des plus grosses bûches avec un petit couteau. Pour ça, je vous conseille une vidéo de Mors Kochanski, je vous mettrai le lien dans la description, qui montre comment, avec un petit Mora, fendre une grosse bûche, tout simplement en taillant des coins à partir de rondins. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'une lame de 15 bornes de long pour fendre une grosse bûche. Mors Kochanski en fait la démonstration. Donc j'ai fait un petit peu de bâtonnage pour fendre des bûches. J'ai fait quelques copeaux pour démarrer un feu. J'ai eu un petit peu de mal à trouver l'angle. Et ça, je pense que c'est dû en particulier au biseau secondaire dont je vous parlais avant.
Mais bon, globalement, il s'en sort plutôt bien. C'est pas le couteau avec le tranchant le plus impressionnant que j'ai vu chez Mora. Je pense que c'est aussi dû à ce biseau secondaire. Il coupait, il rasait les poils, hein, mais il tranche peut-être pas aussi bien qu'un Mora plus standard, hein, comme celui-ci, dont je suis un grand fan. Vous avez fini par le comprendre. Voilà, je l'ai essayé un petit peu pour le pique-nique et pour la cuisine, parce que c'est potentiellement quelque chose qu'on se retrouve à faire avec le couteau qu'on emmène dans les bois. Bon, évidemment, les moutures scandinaves, l'épaisseur de lame font qu'on va plutôt écarter, on va plutôt fendre ce qu'on coupe que réellement le couper. Après, la hauteur de lame permet de tartiner, ce qui est très important pour moi, vous le savez. Permet de tartiner correctement, il permet aussi de remuer un café ou je ne sais quoi, enfin en gros il est quand même assez polyvalent, même si pas hyper performant pour tout ce qui est cuisine et bouffe, mais bon, a priori on peut s'en sortir avec, donc il n'y a pas forcément besoin d'emmener un couteau pliant, ce qui veut dire qu'on peut partir avec un couteau dans les bois, ce que je trouve assez élégant comme solution pour aller camper. Bon, ensuite, je nous ai sculpté une cuillère, pas parce que j'en avais spécifiquement besoin, même si c'est quelque chose que j'aime bien faire au bivouac, le soir au coin du feu, etc. Mais c'est parce que faire une cuillère, ça fait passer le couteau par différents types de tenues en main, ça permet de tester différents types de coupes, et c'est un très bon moyen de se faire une idée sur les qualités d'un couteau. Alors, évidemment, pour la partie petit bâtonnage, il s'en sort sans aucun problème. Pour enlever des gros copeaux, il est tout à fait adapté. Alors, vous voyez que sur les images que j'utilise beaucoup de gants, c'est malheureusement pas à cause de la température, hein, parce que c'est pas le meilleur moyen de se rendre compte de l'ergonomie d'un couteau. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il s'utilise très très bien avec des gants, si quelqu'un se posait la question. Je l'ai aussi quand même pas mal utilisé à main nue. Globalement, au niveau de l'ergonomie, j'ai trouvé que ce manche rond permettait une prise dans toutes les positions. Par contre, tout ce qui est position inversée ou position où la main se rapproche de la lame, ici il y a quand même un angle qui n'est pas un angle très aigu non plus, donc qui n'est pas quelque chose qui va blesser, mais qui est quand même pas ce qu'il y a de plus confortable. Si on compare encore avec mon obsession du moment qui est le Real Steel, vous voyez qu'ici le manche, les poignets sont biseautés, et qu'en fait il est vraiment fait pour être attrapé dans ces positions là, et en particulier pour avoir le pouce qui repose comme ça sur la lame, et donc c'est ça qui me fait dire que ce couteau est plus un couteau tactique qu'un couteau bushcraft, parce que quand on le prend comme ça, c'est moyennement confortable, on va dire, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus top. Il y a un trou pour une lanière, hein, ici, qui est placé plutôt haut sur le couteau, ce qui n'est pas forcément gênant vu que le manche est assez long. Donc on peut passer une petite lanière. En fait, le trou est moins large qu'il en a l'air. Et donc si votre lanière elle a des bords un petit peu larges, ça va être un peu difficile. La lanière, voilà, pour sécuriser le couteau lors de coupes un peu standard, moi je n'utilise pas franchement de lanière. Il y a un usage pour lequel j'utilise la lanière, c'est pour sécuriser le petit doigt pour les coupes à la volée. Regardez, hop, on passe le petit doigt ici, et là on peut prendre le couteau et le tenir seulement sur un doigt ou deux doigts suivant la longueur qu'on a choisie, et en fait ça permet de faire des coupes à la volée sans que le couteau s'échappe, et de le sécuriser pour qu'il y ait moins de frottement en fait sur les doigts, et donc de faire moins d'ampoules. Un couteau qui fait ce poids-là, il est franchement fait pour ça, hein. Il est franchement fait pour faire des petites coupes à la volée, en particulier tailler des pointes, dégrossir un peu les bords d'une cuillère, etc. Sur ce type de tâche, il est plutôt efficace, même si l'équilibre du couteau, vous allez le voir, est quand même un peu en arrière. Donc ça, c'est dû au fait que la lame est un petit peu moins épaisse au niveau du manche qu'au niveau de la lame, et que le manche est un peu long. Mais vous voyez, l'équilibre est franchement sur l'arrière.
Ce qui en fait un couteau qui est extrêmement maniable, parce que on a le poids dans la main, donc la lame est facile à manœuvrer. Mais effectivement, pour la partie coupe à la volée, on bénéficie pas tant que ça du poids du couteau. Plus il est en avant, évidemment, plus on a de la puissance quand on fait ce petit travail. Même si bon, là, c'est quand même un usage un peu accessoire du couteau que je trouve important de mentionner, parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on peut vouloir avoir un couteau qui pèse un peu son poids. Un autre petit défaut du couteau, enfin selon moi toujours, hein, ça n'engage que moi, c'est que les angles très très aigus du dos de la lame, qui sont un peu l'obsession en général des reviewers de couteaux et des youtubeurs, hein, si un couteau ne gratte pas le Firesteel en sortie de boîte, alors ce n'est pas un bon couteau. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que un grattoir ça pèse 2 grammes et qu'on peut toujours avoir un grattoir accroché avec son Firesteel, alors que quand il s'agit de faire de la petite sculpture et qu'on utilise les doigts, comme ceci par exemple, comme ceci, ou comme ça, hein, c'est les coupes pour avoir un bon contrôle, on utilise les doigts, et ben l'angle du dos de la lame va finir par blesser les doigts, faire des ampoules, être inconfortable. Et donc en fin de compte, moi je préférerais que ça soit un tout petit peu arrondi. Alors je vais le laisser comme ça puisque je ne suis pas le destinataire final de ce couteau. Mais si je devais garder ce couteau, probablement que j'arrondirais un petit peu ses angles pour qu'il soit plus confortable lors de la sculpture. Un petit mot sur le talon des passants. Alors il est lui-même très à 90 degrés, donc je vais le remettre le couteau dans son étui et montrer que si on veut, on peut gratter le Firesteel avec. C'est tout à fait efficace. Hein. Ce qui rajoute encore à ce que je dis, c'est que le dos de la lame lui-même n'a pas besoin d'être aussi aigu, puisqu'on a le talon des passants. Et là, visiblement, ils ont réussi quelque chose que le Tops Bob a échoué à faire, c'est d'avoir un talon des passants qui permet de gratter le Firesteel efficacement. Ce talon des passants aigu comme ça fait que quand on va taper avec la paume de la main pour rentrer le couteau ou pour fendre des petits morceaux, etc., et ben, on va se blesser les doigts aussi, on va se blesser la paume de la main. Et donc bon, c'est quelque chose à avoir en tête en fonction des usages qu'on veut donner à ce couteau. Un couteau comme celui-ci, qui est censé être extrêmement robuste et résister à pas mal de mauvais traitements, c'est important que ça soit un couteau qui puisse prendre des chocs, et en particulier des stress latéraux, hein, sans risquer de casser comme du verre. Or, il y a pas mal d'inox qui ont ce défaut-là, qui sont souvent très très costauds. En termes de tenue de fil, ils sont très durs. Par contre, ils sont un peu cassants. Donc cet acier a la réputation d'avoir une bonne résistance au stress latéral. Bon, je ne vais pas le tester non plus comme un fou, c'est pas son utilisation première, mais a priori, il peut servir un petit peu de pied de biche discret, et c'est toujours appréciable. Donc le fil lui-même, eh bien, il s'est un petit peu désaiguisé lors de l'usage, donc ça fait 48 heures d'utilisation à raison de plusieurs heures par jour dans du bois, hein, ce qui n'est pas non plus la matière la plus usante pour un fil, mais j'ai quand même choisi intentionnellement une cuillère avec pas mal de petits nœuds, et j'ai quand même coupé à travers des choses que j'hésiterais à couper en temps normal si j'étais pas en phase de test. Mais bon, bref, il s'est un petit peu émoussé, mais il reste tout à fait fonctionnel, tout à fait utilisable. Au niveau de l'aiguisage, je vais faire un essai et puis je vais vous faire un retour. Je vais essayer de l'aiguiser une fois pour rendre un fil rasoir à son heureux propriétaire. Je pense que je vais refaire une émouture scandinave propre, parce que ça sera facile pour le propriétaire de refaire ce biseau secondaire, alors que pour arriver au fil scandinave, il va y avoir beaucoup de travail. Alors, résultat des courses, faut-il acheter ce couteau ? Alors comme vous le savez, je ne donne jamais de recommandations très claires, parce que tous les gens ont des usages différents des couteaux et des envies différentes et un cahier des charges différent et un pouvoir d'achat différent. Maintenant, est-ce que moi j'achèterais ce couteau
pour une utilisation camping, etc. Je dis franchement, je pourrais, parce que il est quand même assez polyvalent, il reste quand même relativement léger, il est très costaud, il a une émouture scandinave qui permet de travailler le bois, ce qui est plutôt utile quand on passe du temps dans les bois. Maintenant, est-ce que par rapport à un Mora robuste, il vaut 6 ou 7 fois le Mora robuste en qualité? J'aurais tendance à dire non. Mais il y a quand même pas mal d'améliorations par rapport au Mora robuste. Le trou pour la lanière, ça c'est moi qui l'avais percé, hein, pour le Mora robuste, il n'y en avait pas. Au niveau de la lame, ici, on a un acier carbone qui a fait la réputation de Mora, hein, qui a un très bon acier carbone, mais là, on a un inox qui est plutôt de bonne qualité. Au niveau ergonomie de la poignée, on n'est pas franchement pas loin, même si le robuste a aussi un biseau, donc qui fait que si vraiment on sculpte beaucoup, on fait beaucoup de positions inversées, etc., le robuste sera plus agréable. Il est nettement plus costaud, il n'y a aucun doute, hein, il est full tang, il a beaucoup plus d'acier dans le manche, donc il est beaucoup moins susceptible de casser. Au niveau de l'étui, par rapport à l'usage que j'en fais moi, c'est-à-dire un port en ceinture basique, je trouve pas qu'il y ait franchement une grosse différence de qualité entre l'étui basique du robuste, hein, et l'étui du Mora. En termes de rétention, c'est la même chose, et en plus pour le robuste, on a un truc de mieux qui est le petit ergot pour le pouce pour sortir le couteau. Ici, on n'a même pas ça. Bon, après, la rétention est tellement molle que ça marche quand même. C'est sans doute un couteau qui est fait pour être un peu à cheval entre le bushcraft, la survie, un usage militaire, etc. Et comme on dit en anglais, c'est Jack of all trades, master of none. Ça veut dire celui qui fonctionne, enfin voilà, le fait qu'il fonctionne pour beaucoup de choses différentes fait qu'il est super performant pour aucune tâche. Je trouve qu'il est quand même relativement performant pour pas mal de ses tâches et que donc du coup on peut lui donner une mention assez bien. Maintenant parlons une seconde du prix qui a beaucoup fait jaser dans la communauté internationale du couteau, en particulier sur YouTube. Le prix de départ était 100 $, maintenant on le trouve aux alentours de 80 € à peu près sur différents sites. Est-ce que ce couteau vaut 80 €? Probablement oui, en termes de qualité d'assemblage, de qualité de finition, en termes de qualité des matériaux, de développement. C'est vraiment un design qui n'existait pas ailleurs, il est repompé sur personne, donc il y a dû avoir pas mal d'essais-erreurs pour en arriver à ce couteau, et ça coûte du temps et donc de l'argent. Donc je dirais que c'est un couteau qui vaut probablement l'argent qu'on le paye. Par contre, je pense qu'avec ce couteau, on sort de la conception du Mora qui est le super deal, quoi, la super bonne affaire. Autant pour un couteau comme, j'y reviens encore, je suis désolé, hein, c'est mon obsession, mais autant un couteau comme le Mora robuste qui coûte, je vérifierai, j'ai pas regardé depuis un moment, mais qui coûte, il me semble, entre 12 et 14 €, qui est du coup l'affaire du siècle, parce qu'il est extrêmement costaud, qu'il est extrêmement ergonomique, que l'acier est de bonne qualité, etc. Et on sort de ce côté super bonne affaire qu'on pouvait avoir avec les Mora d'entrée de gamme. C'est pas le premier couteau de Mora qui est dans cette logique-là, hein. J'ai résisté jusqu'ici à l'achat du Mora Bushcraft Black, qui est pareil, une version un petit peu améliorée, un petit peu tactique, un petit peu tactical du Mora robuste. Enfin voilà, j'ai résisté jusque-là. Le Mora Garberg, j'avais l'opportunité de l'avoir entre les mains sans l'acheter réellement pour moi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. C'était un petit peu ce que je soupçonnais aussi. C'est qu'on arrive à un couteau qui est un rapport qualité-prix tout à fait correct, pour une qualité qui est vraiment bonne, mais à un prix qui n'est pas du tout un premier prix, qui n'est pas du tout une entrée de gamme. Donc
Je n'ai pas de coup de cœur particulier pour ce couteau. Je ne le trouve pas non plus extraordinairement beau. On dit, enfin voilà, Platon disait le beau c'est l'utile. Ce couteau est utile donc il devrait être beau. Mais disons en termes de design, en termes de ligne, je serais beaucoup plus séduit a priori par un couteau comme celui-ci, hein, comme le Real Steel Bushcraft, qui je sais pas, il a une identité, il a un design, il a des lignes qui je sais pas, qui me parlent beaucoup plus. Mais après c'est chacun son truc, hein, c'est ça, on rentre dans les goûts et les couleurs et chacun son opinion là-dessus. Voilà, j'espère que je vous ai informé correctement, que vous en savez un petit peu plus qu'avant de démarrer cette vidéo et que vous pouvez potentiellement faire un choix un peu plus éclairé. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires parce que c'est une chose que je fais et que beaucoup de gens font. C'est quand je projette d'acheter un couteau, je regarde beaucoup de revues à propos de ce couteau et je regarde aussi les commentaires pour voir s'il y a d'autres retours d'utilisateurs. Donc en particulier si vous avez ce couteau et que vous avez une opinion dessus, ça me paraîtrait intéressant de le mettre dans les commentaires pour les futurs spectateurs qui cherchent à acheter ce couteau.